La plage de Calais où il y a des chalets sur 2 rangées de Calais à Blériot, et ça sent l'ambiance. Et si l'histoire la plus bouleversante de Pierre Bachelet n'était pas une chanson, mais un choix d'amour que toute la France a jugé sans vraiment le comprendre. Quelques mois avant sa mort, alors que la maladie gagnait du terrain et que ses apparitions devenaient de plus en plus rares, Pierre Bachelet a pris une décision qui allait surprendre jusqu'à ses plus fidèles admirateurs. Un homme discret, presque timide, face au projecteur, a soudainement brisé un silence qu'il avait gardé pendant des années. Mais ce n'était ni pour parler de sa carrière, ni pour évoquer ses succès. Non, ce jour-là, il a décidé de défendre ce que beaucoup considéraient comme son plus grand péché. Pour des millions de Français, Pierre Bachelet représentait quelque chose de simple et de rassurant. Une voix familière, une présence douce, l'homme qui chantait Les Corons, cet hymne bouleversant dédié aux mineurs du Nord. Sur ces scènes, il apparaissait toujours avec ses célèbres lunettes noires, son regard caché derrière des verres fumés, comme s'il protégeait quelque chose de fragile au fond de lui. Dans l'imaginaire collectif, il était presque devenu une figure paternelle. Un artiste sincère, pudique, qui semblait appartenir à une autre époque, celle où les chansons racontaient des histoires vraies et où les artistes ne cherchaient pas le scandale. Et pourtant, derrière cette image rassurante, se cachait une histoire infiniment plus complexe. Car lorsque la vérité a éclaté, un murmure d'étonnement a parcouru tout le pays. L'homme que l'on croyait si réservé venait de révéler une relation qui allait diviser l'opinion publique. Pierre Bachelet avait choisi d'aimer et d'épouser la sœur de sa propre femme défunte. Pour certains, c'était incompréhensible. Pour d'autres, presque immoral. Comment un homme pouvait-il reconstruire sa vie avec la sœur de celle qu'il avait aimée pendant plus de 20 ans? Était-ce une trahison de la mémoire de Nicole, sa première épouse? Ou au contraire la preuve que l'amour, lorsqu'il est confronté au deuil, peut prendre des chemins que personne ne prévoit? Les débats ont été immédiats. Dans les journaux, à la télévision, dans les conversations entre amis, certains parlèrent d'un scandale, d'autres d'un drame humain. Mais très peu de gens ont vraiment cherché à comprendre ce qui se cachait derrière cette décision. Car pour saisir la vérité de cette histoire, il faut regarder Pierre Bachelet autrement. Non pas comme une icône de la chanson française, mais comme un homme profondément fragile. Un homme qui, toute sa vie, a eu l'impression de ne jamais être vraiment à sa place. Un homme capable d'écrire les chansons les plus émouvantes de toute une génération, mais incapable parfois de trouver la paix dans sa propre existence. Et c'est peut-être là que commence le véritable mystère. Car si vous pensez connaître Pierre Bachelet, si vous pensez que son histoire est celle d'un simple chanteur populaire devenu célèbre grâce à Les Corons, vous vous trompez peut-être complètement. Avant de devenir cette voix qui a fait pleurer des stades entiers, Pierre Bachelet était un jeune homme timide, presque invisible, qui allait pourtant se retrouver au cœur de l'un des plus grands paradoxes de la musique française. Et ce paradoxe commence au début des années 1970, avec un film qui allait scandaliser la moitié du pays. Mais pour comprendre comment ce garçon discret a pu se retrouver mêlé à une œuvre aussi sulfureuse, il faut remonter quelques années en arrière, à l'époque où personne ne connaissait encore son nom. Au début des années 1970, personne n'aurait parié un seul franc sur le destin de Pierre Bachelet. À première vue, il ne ressemblait en rien à une future star. Pas de charisme flamboyant, pas de scandale, pas de grandes déclarations dans les journaux. Ceux qui le croisaient à cette époque se souviennent d'un jeune homme discret, presque effacé, le genre de personne que l'on remarque à peine dans une pièce pleine de monde. Pierre Bachelet était même, selon certains de ses proches, d'une timidité presque maladive. Il parlait peu, observait beaucoup, et semblait toujours un peu mal à l'aise sous les regards. Rien dans son attitude ne laissait présager qu'il deviendrait un jour l'une des voix les plus célèbres de la chanson française. Et pourtant, c'est précisément ce jeune homme réservé qui allait bientôt se retrouver au cœur d'un événement inattendu. Nous sommes en 1974. Cette année-là, un film sort sur les écrans et va provoquer une véritable onde de choc dans toute l'Europe. Son nom, Emmanuel. Un film érotique, audacieux pour l'époque, qui brise de nombreux tabous et qui attire des millions de spectateurs dans les salles obscures. Pour certains, c'est une révolution culturelle. Pour d'autres, un scandale moral. Mais derrière les images sensuelles,
et les débats passionnés, il y avait un élément qui marqua profondément les esprits, la musique. Une mélodie douce, enveloppante, presque hypnotique, qui accompagne les scènes du film et qui va rapidement devenir reconnaissable entre toutes. Et cette musique, c'était celle d'un homme que presque personne ne connaissait encore, Pierre Bachelet. Le paradoxe est saisissant. Cet homme timide, qui rougissait parfois simplement en parlant en public, venait de composer la bande originale de l'un des films les plus sulfureux de l'époque. Une œuvre associée au désir, à la sensualité, à la liberté des corps. Comme si deux personnalités vivaient en lui. D'un côté, l'homme réservé, presque fragile. De l'autre, l'artiste capable de créer une musique qui allait marquer toute une génération. Ce contraste fascinait déjà ceux qui travaillaient avec lui, car derrière son apparente discrétion se cachait en réalité un compositeur d'une sensibilité exceptionnelle. Pierre Bachelet avait cette capacité rare de transformer les émotions humaines en mélodies inoubliables. Mais le succès d'Emmanuel allait aussi créer un premier décalage dans son image publique. Pour beaucoup de spectateurs, son nom restait associé à ce film audacieux. Pour d'autres, il était déjà un musicien à suivre. Et pendant que la polémique faisait rage autour du film, Pierre Bachelet continuait son chemin presque en silence. Il n'était pas encore célèbre, il n'était pas encore une voix connue, mais quelque chose était en train de se construire. Un style, une sensibilité, une manière unique de raconter les émotions humaines. Personne ne le savait encore, mais quelques années plus tard, ce compositeur discret allait écrire une chanson qui bouleverserait toute une région de France. Une chanson si puissante qu'elle deviendrait presque un hymne national pour des milliers de familles. Une chanson qui transformerait Pierre Bachelet en symbole. Mais ce succès immense allait aussi enfermer l'artiste dans une image dont il ne parviendrait jamais totalement à s'échapper. Et tout a commencé en 1982 avec une chanson qui allait changer sa vie à jamais. En 1982, Pierre Bachelet enregistre une chanson qui, à première vue, semble presque simple. Une mélodie douce, un texte chargé de nostalgie et une histoire profondément humaine. Rien de spectaculaire, rien de provocateur. Juste une chanson qui parle de la vie des mineurs du nord de la France. Cette chanson s'appelle Les Corons. Au départ, personne n'imagine ce qui va se passer. Dans les studios, l'atmosphère est calme. Pierre Bachelet chante avec cette voix légèrement voilée, cette voix qui semble toujours porter une part de tristesse. Une tristesse discrète, presque pudique. Mais dès les premières diffusions à la radio, quelque chose d'étrange se produit. Les auditeurs réagissent immédiatement. Dans les villes du Nord, dans les anciennes cités minières, la chanson circule de bouche à oreille. Les gens l'écoutent, une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et très vite, elle devient bien plus qu'une simple chanson. Elle devient un souvenir, un hommage, un miroir, car les corons ne parlent pas seulement de charbon ou de galeries souterraines. Elles parlent des pères fatigués, des mains noires de poussière, des familles modestes qui ont construit toute une région au prix de sacrifices immenses. Et lorsque Pierre Bachelet monte sur scène pour la chanter, le phénomène prend une dimension presque irréelle. Dans certaines salles, le public se lève avant même la fin de la chanson. Des hommes qui ont passé leur vie dans les mines chantent les paroles avec lui. Des femmes pleurent, des enfants découvrent soudain une partie de l'histoire de leurs parents. La chanson devient un hymne. Mais derrière ce triomphe se cache une ironie presque tragique. Car Pierre Bachelet n'est pas un mineur. Il n'est même pas originaire du Nord. Il est né à Saint-Mandé, près de Paris. Il n'a jamais descendu dans une mine. Il n'a jamais vécu dans un coron. Et pourtant, c'est lui qui incarne désormais la mémoire de toute une région. Pour beaucoup de gens, Pierre Bachelet devient la voix du Nord. Et ce succès immense va transformer sa vie. Les concerts se remplissent, les ventes explosent, les invitations à la télévision se multiplient. Mais au fond de lui, un doute commence à s'installer. Un doute silencieux. Un sentiment étrange que certains de ses proches décriront plus tard comme une forme de culpabilité. Car plus la chanson devient célèbre, plus Pierre Bachelet se demande s'il a vraiment le droit de porter cette histoire. Dans l'intimité, il confiera un jour à un ami. « Parfois j'ai l'impression d'avoir emprunté la mémoire des autres. Ce sentiment d'imposture ne quittera jamais complètement l'artiste. Car le succès, aussi éclatant soit-il, peut parfois devenir une cage invisible. Le public veut voir en lui un symbole, un homme solide, une figure rassurante. Mais derrière ces célèbres lunettes noires, Pierre Bachelet cache une fragilité que très peu de gens soupçonnent. Chaque soir, il passe de l'ovation d'une salle comble au silence d'une chambre d'hôtel impersonnelle. Et dans ces moments de solitude, une question revient souvent le hanter. Qui est-il vraiment ?
Le chanteur populaire que toute la France admire, ou simplement un homme sensible qui a raconté une histoire plus grande que lui, mais le destin, lui, ne lui laissera pas le temps de trouver la réponse. Car alors que sa carrière atteint son apogée, un drame va frapper sa vie personnelle avec une brutalité que rien ne pouvait annoncer. Un événement qui va briser l'équilibre fragile de son existence et transformer à jamais l'homme derrière les lunettes noires. Il y a des moments dans une vie qui ressemblent à une fracture, un instant précis où tout bascule, où le monde que l'on croyait solide se brise sans prévenir. Pour Pierre Bachelet, ce moment arrive à la fin des années 1990. À cette époque, le chanteur est toujours aimé du public. Ses chansons continuent d'accompagner la vie de millions de Français. Sur scène, il garde cette présence tranquille, cette voix chaleureuse qui semble raconter les joies et les blessures de chacun. Mais dans l'ombre, loin des projecteurs, sa vie repose sur un pilier invisible. Ce pilier s'appelle Nicole. Nicole n'est pas seulement sa femme, elle est bien plus que cela. Depuis plus de 20 ans, elle partage chaque moment de sa vie. Elle connaît ses doutes, ses angoisses, ses silences. Lorsque Pierre doute avant un concert, c'est elle qui le rassure. Lorsqu'il se sent perdu face au succès, c'est elle qui lui rappelle pourquoi il chante. Elle est son équilibre. Beaucoup d'artistes ont besoin d'un public pour exister. Pierre Bachelet, lui, avait surtout besoin d'elle. Et puis un jour, la nouvelle tombe. En 1998, Nicole s'éteint. La maladie l'emporte brutalement, laissant derrière elle un vide que rien ne semble pouvoir combler. Pour le public, c'est une brève dans les journaux, une triste information parmi d'autres. Mais pour Pierre Bachelet, c'est comme si la lumière venait de disparaître. Ceux qui l'ont côtoyé à cette période racontent tous la même chose. Le chanteur change. L'homme chaleureux devient silencieux. Les interviews se raréfient. Les apparitions publiques deviennent presque douloureuses. Derrière ses lunettes noires, son regard semble perdu. Sa maison, autrefois pleine de vie, devient un lieu de souvenir. Chaque pièce rappelle Nicole. Chaque objet semble murmurer son absence. Le soir, lorsque les lumières s'éteignent, le silence devient insupportable. C'est dans ces moments-là que Pierre Bachelet mesure toute la violence du deuil. Car la solitude, lorsqu'elle surgit après un grand amour, n'est pas un simple vide. C'est une présence constante, une douleur qui s'installe dans chaque geste du quotidien. Certains amis diront plus tard qu'il a sérieusement envisagé d'arrêter la musique. À quoi bon écrire des chansons quand la personne qui les comprenait le mieux n'est plus là pour les écouter? À quoi bon monter sur scène quand le regard le plus important a disparu? Pendant plusieurs mois, Pierre Bachelet traverse ce que l'on pourrait appeler un désert émotionnel. Il se replie sur lui-même. Les journées deviennent longues, presque immobiles. L'artiste qui faisait vibrer des stades entiers se retrouve face à une réalité beaucoup plus silencieuse, celle d'un homme seul. Mais le destin réserve parfois des rencontres inattendues, même dans les moments les plus sombres. Car dans cette période de douleur extrême, une présence familière commence à apparaître de plus en plus souvent dans sa vie. Une personne qui comprend sa peine mieux que quiconque. Une personne qui partage le même chagrin. Une personne qui porte aussi le souvenir de Nicole. Au début, il ne s'agit que de conversations, de silences partagés, de moments où deux êtres blessés tentent simplement de ne pas sombrer. Pierre ne cherche pas l'amour, il cherche seulement une main pour rester debout. Mais parfois, la vie rapproche les êtres d'une manière que personne n'avait prévue. Et cette présence, qui semblait au départ être un simple soutien dans l'épreuve, va peu à peu prendre une place inattendue dans sa vie. Une place qui, quelques années plus tard, allait provoquer l'un des débats les plus surprenants autour de la vie privée d'un artiste français. Car cette femme qui aidait Pierre Bachelet à survivre au deuil n'était pas une inconnue. Elle appartenait déjà à sa famille. Et lorsque la vérité allait éclater, la France entière allait découvrir un amour que personne n'avait vu venir, mais que beaucoup allaient juger sans pitié. Au début, personne ne remarque vraiment ce qui est en train de se produire. Après la mort de Nicole, la présence de Françoise, que tout le monde appelle Fan-Fan, semble presque naturelle. Après tout, elle fait partie de la famille. Elle partage le même deuil, les mêmes souvenirs, les mêmes silences lourds de tristesse. Elle vient parfois prendre des nouvelles. Elle reste un peu plus longtemps que prévu. Elle parle avec Pierre de Nicole, de la maison, des souvenirs qu'ils ont en commun. Et dans ces moments fragiles, quelque chose d'invisible commence à se créer. Pas une passion soudaine, pas un coup de foudre comme dans les films. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus humain. Deux personnes brisées par la même perte. Deux personnes qui comprennent la douleur de l'autre sans avoir besoin de l'expliquer. Dans les premiers temps, Pierre lui-même refuse d'y penser. L'idée lui semble presque impossible.
Nicole n'est pas seulement son épouse disparue, elle est le grand amour de sa vie. Imaginer un sentiment nouveau dans un cœur encore rempli de deuil lui paraît presque inconcevable. Mais le temps a une étrange manière de transformer la douleur. Les conversations deviennent plus longues, les silences deviennent moins lourds. Peu à peu, la présence de Fanfan apporte quelque chose que Pierre n'avait plus ressenti depuis des mois. Une forme de paix. Elle ne remplace pas Nicole, elle ne pourrait jamais le faire. Mais elle comprend les souvenirs. Elle comprend les blessures. Elle comprend ce vide immense laissé par la disparition de sa sœur. Et peut-être est-ce précisément cette compréhension qui va changer le cours de leur histoire. Car un jour, Pierre Bachelet réalise une chose troublante. La solitude qu'il étouffait depuis la mort de Nicole commence à s'effacer, lorsque Fanfan est là. Ce sentiment l'effraie. Pendant longtemps, il lutte contre cette évidence. Il se demande si ce qu'il ressent est acceptable, si aimer à nouveau est une trahison, si la société, la famille, le public pourront comprendre. Mais l'amour ne demande jamais l'autorisation. Et finalement, après des années de silence et de doute, Pierre Bachelet fait un choix qui va bouleverser tout son entourage. Il décide d'épouser Françoise, 3 ans seulement après la disparition de Nicole. Lorsque la nouvelle devient publique, la réaction est immédiate. Dans les médias, les commentaires se multiplient. Certains parlent d'une histoire touchante, celle de 2 êtres qui ont trouvé la force de survivre ensemble. Mais beaucoup d'autres se montrent beaucoup plus sévères. Comment un homme peut-il épouser la sœur de sa femme décédée ? Est-ce une forme de fidélité ou au contraire une trahison ? Dans les discussions, les opinions s'opposent. Pour certains, c'est une histoire profondément humaine. 2 personnes unies par un même deuil qui ont décidé de ne pas sombrer. Pour d'autres, c'est une frontière morale qui n'aurait jamais dû être franchie. Pierre Bachelet, lui, reste fidèle à sa nature discrète. Il ne cherche pas à alimenter la polémique. Mais pour une fois dans sa vie, il refuse aussi de s'excuser. Lors d'une rare confidence, il explique simplement « Ah, les gens pensent pas que j'ai remplacé Nicole. Mais personne ne remplacera jamais Nicole. Ce que Fanfan et moi partageons, c'est autre chose. C'est une manière de rester en vie. » Ces mots résument toute la complexité de cette histoire. Ce mariage n'était pas une provocation. Ce n'était pas un scandale voulu. C'était la tentative fragile d'un homme qui refusait de laisser le chagrin détruire ce qui lui restait de vie. Et pendant que les débats continuaient, Pierre Bachelet avançait, main dans la main, avec celle qui était devenue sa compagne. Mais ce que peu de gens savaient à ce moment-là, c'est que le temps, lui, était déjà en train de lui échapper. Car alors que cette nouvelle vie commençait à peine, une autre épreuve, bien plus silencieuse, s'installait déjà dans l'ombre. Une épreuve contre laquelle ni l'amour, ni la musique ne pourraient lutter très longtemps. Les dernières années de la vie de Pierre Bachelet se déroulent dans une atmosphère étrange, une atmosphère faite à la fois de sérénité et d'urgence. Car au moment même où il semble avoir retrouvé une forme d'équilibre auprès de Fanfan, la vie lui impose une nouvelle épreuve, la maladie. Elle arrive discrètement, presque en silence, comme si elle ne voulait pas déranger. Au début, seuls quelques proches remarquent la fatigue. Les concerts deviennent plus rares, les apparitions publiques se font plus espacées. Pierre Bachelet, fidèle à sa nature, parle peu de ce qui lui arrive. Il n'a jamais été un homme qui se plaint. Toute sa vie, il a préféré transformer ses blessures en musique plutôt que de les exposer. Mais ceux qui l'entourent comprennent rapidement que le temps devient précieux. Et c'est peut-être pour cette raison que, dans ces dernières années, Pierre semble prendre une décision intérieure très claire. Ne plus vivre pour plaire aux autres. Pendant longtemps, il a accepté les attentes du public, l'image du chanteur sensible, l'homme mélancolique aux lunettes noires, la voix nostalgique qui accompagne les souvenirs de toute une génération. Mais à la fin de sa vie, quelque chose change. Il ne cherche plus à se justifier. Face aux critiques qui ont entouré son mariage avec Fanfan, il reste calme, presque apaisé, comme s'il avait compris une vérité simple que beaucoup de gens passent leur vie à ignorer. La vie est trop courte pour vivre selon les jugements des autres. Et lorsqu'on lui pose des questions sur cette relation qui avait tant fait parler, il répond avec une sincérité désarmante. Pour lui, cet amour n'était ni un scandale, ni une provocation. C'était simplement la rencontre de 2 solitudes. 2 êtres qui avaient perdu la même personne et qui avaient décidé de ne pas sombrer dans le chagrin. Avec le temps, même les critiques commencent à s'atténuer. Les polémiques, qui avaient autrefois alimenté les conversations, paraissent soudain bien petites face à l'essentiel. Car ce qui reste de Pierre Bachelet, ce ne sont pas les débats, ce sont ses chansons. Des chansons qui continuent de vivre dans la mémoire collective française. Les corons, bien sûr, mais aussi toutes ces mélodies qui racontaient la nostalgie,
l'amour, les souvenirs d'enfance et la fragilité humaine. Le 15 février 2005, Pierre Bachelet s'éteint. Il avait 60 ans. La nouvelle traverse la France avec une étrange douceur, comme une mélodie qui s'éteint lentement. Dans le Nord, dans les stades, dans les maisons, beaucoup de gens réécoutent de ses chansons. Et lorsque les premières notes des corons résonnent à nouveau, certains comprennent peut-être enfin ce que cet homme avait essayé de dire toute sa vie. Derrière chaque chanson se cachait un homme profondément humain, un homme qui doutait, un homme qui aimait, un homme qui avait peur de la solitude, comme tout le monde. Pierre Bachelet n'était ni un saint, ni un homme parfait. C'était simplement un homme qui refusait de laisser la vie lui enlever le droit d'aimer une seconde fois. Et peut-être que la véritable question que nous laisse son histoire n'est pas celle que les journaux ont posée à l'époque. La vraie question est beaucoup plus simple, et beaucoup plus intime. Lorsque la vie nous brise le cœur, avons-nous le droit de reconstruire le bonheur, même si cela dérange les règles ou les regards des autres? Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que Pierre Bachelet a eu raison de suivre son cœur malgré les critiques? Ou auriez-vous fait un choix différent à sa place? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime la chanson française, et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires aussi bouleversantes que celle-ci. Car derrière chaque artiste que nous croyons connaître, se cache souvent une histoire que personne n'a vraiment écoutée.